Ce soir, c'est avec un grand plaisir que la Ligue des droits de l'homme, ainsi que les amis du monde diplomatique, la CGT, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, l'Union des communistes libertaires et la Carmagnole accueillent donc Marc Heydrich, magistrat, membre également de la LDH et du SM, pour son ouvrage de référence sur l'affaire Jules Durand, résumé par son sous-titre « Quand l'erreur judiciaire devient crime ». Je me contenterai de faire une brève introduction avant de passer la parole à Marc. Ensuite, avant d'ouvrir la discussion avec la salle, les représentants des associations que je viens de citer qui souhaiteront prendre brièvement la parole le feront. Et ensuite, Marc interviendra pendant 30 à 40 minutes à peu près, afin de laisser la place ensuite à la discussion avec la salle, et qui a également un petit peu de temps pour qu'un certain nombre d'ouvrages, pour ceux qui s'intéressent, soient dédicacés par Marc avec la librairie Le Grain des Mots, que je remercie d'être venu ce soir, puisque vous savez qu'à 20h30, eh bien, il faudra impérativement partir au plus tard 20h30 à cause du fameux couvre-feu. Alors, l'affaire Jules Durand. L'affaire Jules Durand est, au sens propre, une affaire extraordinaire. Jules Durand lui-même est un personnage extraordinaire. Jeune ouvrier, assidu au cours du soir de la Bourse du Travail, il fonde à 30 ans, en 1910, le syndicat des ouvriers charbonniers sur le port du Havre, qu'il va affilier à la CGT, alors d'obédience syndicaliste révolutionnaire. Il est lui-même anarchiste, membre de la Ligue des droits de l'homme et de la Ligue anti-alcoolique, l'alcool assommoir causant alors des ravages au sein de la classe ouvrière. Extraordinaire parce que toutes les archives liées à cette affaire, judiciaires comme psychiatriques, ont disparu. Extraordinaire parce qu'il s'agit d'une véritable machination judiciaire avec, au départ, la toute-puissante CGT, Compagnie Générale Transatlantique, qui règne en maître sur le port et étend son ombre sur la ville, avec un juge d'instruction totalement à charge et une défense manifestement pas à la hauteur, avec un avocat qui, 44 ans plus tard, deviendra président de la République. Extraordinaire parce qu'au contraire, le personnage réellement positif qui affirme, lui, l'innocence de Durand, c'est le chef de la sûreté, le commissaire Henry, dont Roger Martin a fait d'ailleurs le personnage principal de son roman graphique que je vous recommande, L'affaire Jules Durand, les docs assassinés. Extraordinaire parce qu'entre l'inculpation de Durand et sa condamnation à mort, il s'écoule seulement 2 mois et demi. Extraordinaire parce que le complice au casier judiciaire vierge, qui ne se voit pas reconnaître les circonstances atténuantes, va se retrouver condamné à mort, alors que ces 2 complices sont acquittés et que les auteurs principaux, tous au casier judiciaire chargé, se voient reconnaître, eux, les circonstances atténuantes et seront condamnés entre 8 ans et 15 ans aux travaux forcés. Extraordinaire, parce que malgré la forte mobilisation et l'implication tant de la Ligue des droits de l'homme que de la CGT, bien qu'il soit rapidement innocenté, Jules Durand va succomber au délire de persécution. Et il mourra, 15 ans plus tard, à l'asile psychiatrique, dans l'indigence et oublié de tous. Extraordinaire enfin, parce que certains des Dreyfusards les plus engagés en faveur du capitaine Dreyfus se sont abstenus, voire même ont combattu ce Dreyfus ouvrier, Clémenceau et Aristide Briand en tête, parce que, ici, c'est une justice de classe qui a été rendue. Oui, un personnage fascinant que ce Jules Durand, qui mérite d'être réhabilité sur la scène de l'histoire. Et c'est ce qu'a fait Marc Heydrich. Marc, à toi la parole. Bon, merci Jean-Jacques pour cette introduction. Merci à la Carmagnole de nous accueillir. Alors effectivement, ça me fait chaud au cœur de venir ici à Montpellier parler d'une affaire du Nord, parce que j'imagine que pour vous c'est le Grand Nord, le Havre. Et c'est une affaire qui est très peu connue, un peu au Havre, un peu dans la Grande Normandie, mais au-delà, plus du tout. Or, en 1910, j'ai découvert ça en travaillant sur le sujet, en 1910, c'est une affaire nationale. Tout le monde
a un avis sur l'affaire Durand, comme tout le monde avait un avis sur l'affaire Dreyfus. C'est une affaire qui mobilise les grands journaux parisiens, l'Humanité en tête avec Jean Jaurès, qui a été un des grands défenseurs de Durand, mais également les journaux conservateurs qui sont très anti-syndicaux et qui valident la tragédie judiciaire qu'on a fait vivre à Durand. 200 parlementaires vont signer une pétition pour Durand. Il y a des débats à l'Assemblée nationale pour Durand. Bref, à l'époque, 1910, c'est une affaire nationale. Et on le verra par la suite, il y a eu un couvercle de mis sur cette affaire qui est retombé dans l'oubli. Armand Salacrou a fait une pièce de théâtre en 1960 qui s'appelle Boulevard Durand, qui était sous-titrée Chronique contre l'oubli. Il avait la même j'allais dire, motivation que j'ai eu moi d'essayer de porter, de remettre à sa place dans l'histoire cette affaire. Et alors, vous dire d'abord comment je me suis passionné pour cette affaire. Il y a eu plusieurs petites choses assez intéressantes. D'abord, je me suis aperçu que j'occupais en tant que doyen des juges d'instruction au Havre le bureau du juge d'instruction qui avait bouclé cette affaire en 1 mois et demi. Et quand je dis bouclé, il faut penser bâclé, parce que instruire une affaire, j'ai été 15 ans juge d'instruction, instruire une affaire avec 7 accusés, dont 3 qui contestent les faits en 1 mois, c'est quelque chose d'assez inimaginable. Donc j'ai été dans le bureau de ce juge d'instruction qui avait bâclé cette affaire, et j'ai commencé à chercher des archives dans le tribunal, en face chez les avocats. Il y avait quand même l'avocate, je ne sais pas si tu as cité son nom, c'était quand même René Coty, 23 ans, aucune expérience du pénal, qui a essayé de défendre le mieux qu'il a pu Jules Durand, mais dont ça a été l'échec de sa vie et le remords de sa vie. Rien chez les avocats, je disais, rien chez la famille de Coty. Et aux archives départementales, on m'a sorti une vieille caisse de 1910, toute poussiéreuse, avec tous les dossiers judiciaires des affaires traité à l'époque par la cour d'assises de Seine-Inférieure, on appelait ça comme ça à l'époque, sauf le dossier de Durand, dans lequel il y avait juste une copie de l'arrêt de la Cour de cassation qui va le réhabiliter 8 ans plus tard dans l'indifférence générale. Et donc, aucune archive, plus de dossiers. On a recherché également les dossiers médicaux, parce que comme l'a dit Jean-Jacques, Jules Durand est devenu fou, en prison, dans le quartier des condamnés à mort. Plus aucune trace. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à gratter. Et on a commencé à gratter. On a créé une association des amis de Jules Durand. J'ai rencontré les héritiers de Durand, notamment la petite fille de Durand, qui a été un peu ma muse pour écrire, ma légitimité, j'allais dire, parce qu'effectivement, il y a eu une sorte d'omerta sur cette affaire. On y reviendra. Alors, cette affaire, elle démarre, Jean-Jacques l'a un petit peu dit, en 1910, en août 1910, sur les quais, quais au charbon du Havre, dans une corporation des plus misérables. Moi, je sous-titre un des chapitres, c'était Germinal sur mer. Germinal parce que c'était des gueules noires. Comme dans Germinal, c'était des ouvriers qui vivaient dans une misère noire, c'est le cas de le dire, dans une précarité, qui étaient payés sous forme de jetons qu'ils devaient aller convertir dans les bars, avec la quasi-obligation de payer la tournée, et qui revenaient à la maison avec pratiquement plus rien. Un alcoolisme, l'un des syndicalistes de l'époque fait une description de sa corporation, 90% des ouvriers charbonniers étaient alcooliques. Et d'ailleurs, Jules Durand avait compris que l'alcool était l'un des ennemis justement des ouvriers, du syndicalisme. Et il était surnommé le buveur d'eau sur les quais. Et il était adhérent effectivement de la Ligue anti-alcoolique. Il a donné des conférences sur ce thème. Donc misère noire, une précarité énorme. Et Jules Durand organise cette corporation des ouvriers charbonniers, va effectivement suivre des cours du soir, fréquente des intellectuels, des instituteurs, va adhérer à la Ligue des droits de l'homme, ce qui était extrêmement rare que des ouvriers, je dirais, approchent cette association qui avait une quinzaine d'années, qui avait 12 ans. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que
j'ai découvert que Durand a adhéré à la Ligue des droits de l'homme au moment où forcément la Ligue des droits de l'homme, qui a été créée au moment de l'affaire Dreyfus, luttait pour la réhabilitation de Dreyfus. Et bien plus tard, quand Dreyfus va être réhabilité, quand il va revenir du bagne, quand il va être innocenté par la Cour de cassation, il va adhérer à la Ligue des droits de l'homme par reconnaissance du travail accompli, et il va signer une pétition pour Durand. Voilà. Donc on a une espèce de boucle comme ça, assez étonnante. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'affaire Durand est baptisée par tous, en tout cas par tous ses défenseurs, comme la seconde affaire Dreyfus, l'affaire Dreyfus du pauvre, l'affaire Dreyfus de la classe ouvrière. On trouve tous les qualificatifs en ce sens. Il faut savoir que l'affaire Dreyfus s'est achevée par la réhabilitation de Dreyfus en 1906, et nous sommes en 1910, donc l'affaire Dreyfus est dans tous les esprits. Hein. Alors je continue. Donc nous sommes sur le port du Havre. Durand a réussi à fédérer les ouvriers charbonniers derrière sous la bannière de son syndicat, et on part sur une grève difficile, une grève qui porte sur des revendications, je dirais, basiques, hein, des douches sur les quais, une augmentation de salaire, le respect du repos dominical qui a été adopté, qui a fait l'objet d'une loi toute récente, mais qui n'est pas respectée. Et puis, notamment la suppression du fourneau économique, qui était une cantine misérable sur les quais gérée par des bonnes sœurs, et où régnait une saleté absolument insupportable. Et la grève dure 3 semaines. Et Jules Durand se heurte avec son jeune syndicat, au mur de l'argent, un refus absolu des patrons de négocier quoi que ce soit. Au contraire, les patrons réagissent en embauchant des jaunes. À l'époque, on disait des renards. Et un soir, il n'y avait pas de couvre-feu, un contremaître non gréviste, les poches pleines, il venait de faire une grosse journée, rencontre sur les quais 3 grévistes qui le reconnaissent, et donc on assiste à une rixe, assez classique entre ivrognes, et finalement le contremaître, qui d'ailleurs sort à un moment un revolver dans l'enquête qui va disparaître par enchantement, va rester sur le carreau. C'est un fait divers triste, forcément, puisque le contremaître décède. Et à partir de ce fait divers, les patrons de la place vont très rapidement avoir le réflexe d'utiliser ce fait divers pour tenter d'instrumentaliser la justice. Et la justice va se laisser instrumentaliser de façon effectivement assez incroyable. C'est-à-dire qu'en 2 jours de temps, la Compagnie Générale Transatlantique va faire savoir dans toute la ville que, certes, on a 3 ivrognes qui ont tué un contremaître non gréviste, mais les vrais responsables sont les gens qui sont à la tête du syndicat, et en premier lieu Jules Durand, qui est donc le complice d'un assassinat. La justice va tout de suite qualifier, et c'est le premier acte, de justice de classe qu'on a dans cette affaire, on en aura toute une série, mais le premier acte qui paraît effectivement assez étonnant quand on regarde avec le recul d'aujourd'hui, on va qualifier les faits d'assassinat. Je rappelle que l'assassinat, c'est la qualification la plus haute dans les homicides, hein, c'est-à-dire un meurtre avec préméditation. Et on va utiliser cette qualification pénale pour pouvoir aller chercher des complices. Et les complices étant le responsable du syndicat, Jules Durand, et ses 2 adjoints, les 2 frères Boyer, l'un est trésorier, l'autre est secrétaire adjoint. Et le lendemain matin, on va aller les chercher. On va les inculper de complicité d'assassinat. On va les mettre en prison. L'instruction va durer 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, on a un procès devant la cour d'assises pour 7 personnes, donc les 4, j'ai dit 3, mais 4 ivrognes qui ont donné des coups mortels, et 3 syndicalistes qui étaient dans leur lit au moment de la scène de crime
mais qu'on poursuit pour complicité. Et à l'époque, Jaurès explique bien que la complicité morale était un artifice fréquemment utilisé par la justice pour aller chercher les syndicalistes, notamment lors de grèves dures. Parce que, par exemple, dans toutes les grèves, il y avait parfois des dérapages, des violences. Et donc, on poursuivait forcément les auteurs de violences et on allait chercher le syndicat qui, lui, appelait à la grève en disant « Puisque vous avez appelé à la grève et que la grève a généré des violences, vous êtes complice des violences. » C'était quelque chose d'assez fréquent. C'était pratique. Et là, on l'a utilisé de façon, je dirais, assez extraordinaire, pour reprendre le qualificatif de Jean-Jacques. Et donc, Durand va se retrouver... Alors, Durand a des lettres de prison extraordinaires que j'ai mis en annexe de mon livre. Il a une confiance totale dans la justice de son pays. C'est pour ça que quand on dit que Durand est anarchiste, c'est une question. Mais, d'ailleurs, je la pose. Certes, il est adhérent de la CGT, la jeune CGT de l'époque, qui était le seul syndicat en France à l'époque, qui prône un syndicalisme révolutionnaire, qui est très influencé par l'anarcho-syndicalisme. Mais Durand va être quelque part un modéré dans la gestion de son conflit, parce que les anarchistes appelaient au sabotage des machines qui cassaient l'emploi. Il va dire à ses camarades, surtout, on ne casse pas les grues, on va demander simplement des augmentations de salaire pour que les ouvriers participent et obtiennent un peu le fruit également de la modernisation, mais on ne fait pas de sabotage. Et puis, dans ses lettres, on voit qu'il a une foi en la justice de son pays incroyable. Il va bien sûr clamer son innocence de A à Z. Ses camarades vont bien sûr dire que Durand n'y était pour rien, mais l'acte d'accusation et la Compagnie Générale Transatlantique va dire et va payer 10 charbonniers pour qu'ils disent au juge d'instruction qui vient les interroger dans les locaux même de la Compagnie Générale Transatlantique. C'est là aussi assez étonnant. Et il interroge 10 charbonniers. Les 10 charbonniers disent « Oui, c'est Durand qui, dans les assemblées générales, a appelé au meurtre en demandant de supprimer les renards et notamment se contremettre. » Et sur quelque chose d'aussi caricatural, d'aussi grossier que ça, la justice va s'emballer et aller même au-delà des espérances des patrons de la place. Parce que les patrons de la place, je dis toujours, ils n'avaient qu'un intérêt, c'est que la grève cesse. Et ils ont utilisé cette rixe pour que la grève cesse. Et quand Jules Durand a été arrêté, la grève a cessé. Donc les patrons, d'ailleurs un des patrons dira un jour, nous on souhaitait que Durand soit empêché de nuire. C'était vraiment l'homme à abattre, parce qu'encore une fois, il était buveur d'eau, il était le penseur de la grève, il était l'animateur de la grève, il était allé chercher une médiation chez le maire du Havre pour essayer de trouver une issue à ce conflit. Donc c'était l'homme à abattre. Qu'il aille en prison quelque temps, c'était très bien, mais et la prospérité revenait sur le port, c'était le seul but. Mais la justice, elle est bien au-delà. Et là, on a quelque chose qui est assez... Alors pour les juges, on est plusieurs juges ici dans la salle. C'est assez incroyable, parce que c'est même pas... Taubira le dit bien, Christiane Taubira a inauguré un square Jules Durand à Paris, il y a 3 ans. C'est la première ministre de la Justice, alors elle était plus ministre, mais elle avait encore le titre, à s'intéresser, à dire un mot sur cette affaire. Et elle dit bien, c'est pas un crime d'État. Autant l'affaire Dreyfus pouvait être un crime d'État, autant là, l'État n'a pas réellement œuvré pour que ce syndicaliste soit emprisonné, condamné, etc. C'est la justice, et la justice de droit commun, la justice ordinaire, la justice de classe de l'époque, qui a fait son œuvre, très influencée par ses modes de recrutement, influencée par la hantise de l'anarchisme à l'époque, qui faisait des attentats, etc. Il faut savoir que le procès Durand commence alors même que la France est paralysée par une des premières et des plus grandes grèves des cheminots en 1910 qui bloquait tout le pays et qui effrayait forcément la bourgeoisie. Il faut savoir qu'à l'époque,
les jurés aux assises n'étaient pas des jurés tirés au sort comme aujourd'hui sur la liste électorale, mais c'était un jury composé de notables désignés par le préfet, donc parmi la bourgeoisie. Donc on avait comme ça des acteurs qui étaient tous issus du même milieu et qui avaient les mêmes peurs, j'allais dire, et qui réagissaient avec les mêmes ressorts de la classe à laquelle ils appartenaient. Et donc, il va y avoir un procès pendant 3 jours. Tous les journaux parisiens sont là. Un procès totalement à charge. Rendez-vous compte, il était interdit, le président interdisait lors du procès qu'on évoque la question syndicale. Non, il n'y a pas lieu. Bon. On avait les 10 charbonniers, ça a été une des premières surprises de Durand. Je dis toujours qu'on devrait faire un film, et l'une des ambitions de ce bouquin, c'est qu'un jour un cinéaste tombe sur les 100 premières pages qui sont le récit finalement de cette histoire. La première surprise de Durand au procès, c'est de voir ses camarades syndicalistes, qui en général sont habillés en haillons, totalement réhabillés de la tête aux pieds, avec des redingotes, des chemises blanches et des souliers vernis. Tout ça financé par la Compagnie Générale Transatlantique, qui leur a payé le cabaret la veille, etc. Enfin, une caricature. Et donc, ces 10 charbonniers vont venir dire devant la cour d'assises que c'est effectivement Durand qui a appelé au meurtre. Et en face, on a un jeune avocat, encore une fois, 23 ans, qui n'a jamais plaidé devant les assises, un certain René Coty, qui était conseiller municipal et à qui le maire du Havre a dit « écoute, il faut que tu ailles défendre ce jeune syndicaliste ». Coty, lui, vient d'un milieu bourgeois, le même que celui auquel appartiennent les juges. Il est marié avec la fille d'un des plus gros armateurs de la place. Donc, il connaît rien à la classe ouvrière et aux conditions de ces ouvriers charbonniers. Il fait son boulot. Le bouquin est préfacé par Henri Leclerc qui dit bien, avec son expérience d'avocat, qui fait le job, qui fait un boulot, qui fait une défense de bonne foi, mais totalement naïve et totalement décalée par rapport à la déclaration de guerre qu'il y a en face, puisque à la fin du procès, c'est la peine de mort qu'on va réclamer pour Durand. Alors, ça je dis toujours parce qu'il faut voir le procès. Le seul témoin à décharge sur lequel il fallait que Coty pose des questions, insiste, c'est le rêve pour un avocat d'avoir un témoin à décharge comme ça. Le témoin à décharge, c'est le commissaire de police du Havre, qui vient à la barre, qui l'a dit pendant l'instruction et qui vient à la barre, et qui dit « Nous avions des mouchards, c'est mon boulot, on avait des mouchards dans les assemblées générales, on avait des mouchards sur les piquets de grève, jamais au cours de cette grève m'est remonté une seule fois le fait que Durand est appelé au meurtre ou est incité à la violence. Au contraire, c'est un modérateur, c'est un rassembleur, et donc il vient dire ça devant la cour d'assises. Eh bien, Coty ne lui pose aucune question. C'est les journaux parisiens qui en font état. Voilà, donc ça fait partie comme ça des surprises de ce procès, qui se termine alors dans une sidération générale, parce que Coty était confiant dans la justice de son pays, son client Durand également. Ils étaient persuadés, dans ses lettres, il écrit à sa femme et à ses parents, vous allez voir, enfin je vais passer devant la cour d'assises et enfin la justice va triompher. Et le procès se termine, Durand, levez-vous, vous êtes condamné, vous êtes reconnu coupable de complicité d'assassinat, vous êtes condamné à mort, vous aurez la tête tranchée sur une place publique de Rouen. Et là, sidération totale. Durand, là aussi je suis dans le film, hein, Durand fait une crise, une des premières crises de tétanie, d'épilepsie, on ne sait pas trop, dans le box, au milieu de ses camarades. Sa compagne s'évanouit, Coty est effondré, et le premier juré se tourne absolument ébahi vers le président en disant « Mais on n'avait pas compris ça ». Parce qu'il faut savoir que à l'époque, les jurys se retiraient seuls dans la salle des délibérés. Pas de magistrat avec eux. Et on leur demandait de répondre oui ou non à la culpabilité, oui ou non circonstances atténuantes. Ils en ont acquitté 3.
ils en ont les 4 qui avaient commis des violences, ils les ont reconnus coupables. Donc ils en ont reconnu 3 sur 4, peu importe, et ils leur ont accordé les circonstances atténuantes. Mais pour Durand, oui à la question sur la complicité et non à la question des circonstances atténuantes, parce que c'était manifestement le cerveau de l'affaire. Il était plus éduqué que les autres, il buvait pas d'alcool, etc. Ça lui a nui, ça a été en sa défaveur. Et ensuite, les jurys reviennent devant les magistrats professionnels, donnent la réponse aux questions, et le magistrat dit « Ah, complicité d'assassinat, sans circonstances atténuantes, peine de mort. » Voilà comment... Et donc, le premier juré se retourne vers le président en disant « Attendez, on n'avait pas compris. » Et ils vont signer, les 12 notables, vont signer une lettre qu'on a, que j'ai mis dans une des rares archives qu'on ait retrouvées, en disant « Monsieur le Président de la République, on vous demande la grâce de Durand. On pensait qu'il allait prendre 15 ans de bagne, mais pas plus. » Et le président, qui pouvait encore reculer, il y a un article, j'ai retrouvé un article, parce que c'était pas la première fois que les jurés faisaient des erreurs, il y a eu des erreurs comme ça tout le long du 19e siècle, et donc le législateur avait créé un article dans le cas où le président s'aperçoit que le jury n'a pas compris la question, tac, il peut reprendre la main. Non, il était pas question de reprendre la main, il était manifestement question de faire un exemple, et Durand donc part dans le quartier des condamnés à mort, et là, une mobilisation, j'allais dire monstre, commence à naître au Havre, bien sûr, mais en France. La CGT mobilise énormément. Et les affiches de la CGT sont superbes. Le slogan de l'époque, « Ce qui fut fait pour l'officier Dreyfus doit l'être pour l'ouvrier Durand. » Tout le monde a l'affaire Dreyfus en tête. Mobilisation, des grèves partout. Alors les patrons sont furieux parce qu'ils avaient était tenté d'instrumentaliser la justice en essayant de mettre fin à la grève. Ils avaient réussi, mais là, les grèves repartent de plus belle, à la fois au Havre, mais dans toute la France. Et la nouvelle part sur les bateaux, parce que c'est la solidarité des dockers. Et donc, il y a des grèves et des mouvements sociaux pour Durand à Bilbao, à Melbourne, à Chicago, à Liverpool. C'est extraordinaire. On en parle dans la pièce de Salacrou, d'ailleurs. Et 200 parlementaires, ça arrive à l'Assemblée nationale, Jaurès est député. Il y a aussi un autre député qui est très actif, un certain Paul Meunier, un avocat également. On en parle à l'Assemblée nationale. 200 parlementaires vont signer une pétition pour la grâce de Durand. Tout ça dans une séquence temps incroyable. Il est arrêté le 11 septembre, il est condamné le 25 novembre à mort. Et le 31 décembre, son avocat est chez Armand Fallière, le président de la République, à l'Élysée, pour la grâce présidentielle. Et là, le président Fallière écoute le camp des pro-Durand et le camp des anti-Durand, qui est très important aussi. Hein, toute la bourgeoisie dit le syndicat du crime, ras-le-bol de ces syndicalistes qui font la chasse aux renards sur les quais, etc. Et il va prendre, le président de la République, une décision mi-chèvre, mi-chou, j'allais dire, en disant, en ordonnant une grâce partielle, en commuant la peine de mort en 7 ans de réclusion criminelle. Donc Durand quitte le quartier des condamnés à mort et passe dans une cellule voisine pour partir vers le bagne, comme Dreyfus. Le problème, c'est que déjà, on a quelques signes de démence chez Durand, qui n'a pas supporté le quartier des condamnés à mort, qui n'a pas supporté ce quartier où tous les matins, enfin toutes les nuits, on s'attend à ce qu'on vienne vous chercher à 5 heures du matin, qu'on vous coupe les cheveux ici, qu'on vous coupe le col de la chemise, que vous ayez votre dernière cigarette, le petit contact avec l'avocat, le curé, etc., avant de passer sur la guillotine qui est dans la cour toute reluisante. Bref, la mobilisation continue parce que la CGT dit qu'est-ce que c'est que cette décision bâtarde, un innocent c'est un innocent, on ne le condamne pas à 7 ans de réclusion criminelle. Donc là aussi, des grèves, des mouvements sociaux, des meetings à Paris, etc. Et finalement, Durand va sortir de prison. Tu m'arrêtes si je suis trop long, hein, parce que moi je peux y passer la nuit. Hein. Durand va sortir parce que la mobilisation est énorme et que le gouvernement, quelque part, en a marre de cette mobilisation. Il y a eu un procès, il y a une procédure en révision qui a démarré.
il y a un avocat, Paul Meunier, qui va commencer une contre-enquête et va s'apercevoir qu'un certain nombre de charbonniers qui avaient accusé Durand se rétractent, parce qu'eux aussi ont été complètement dépassés par l'événement. Le gouvernement va dire, puisque l'affaire est en cours de révision et que des signes de démence apparaissent chez l'accusé, on va le sortir. Et donc, en février 1911, donc finalement un temps de détention pas extrêmement long, hein, il a fait grosso modo 8 mois de détention, Durand, eh bien, il va sortir, on va aller chercher Durand au fond de sa cellule et on va lui dire, Durand, vous êtes libre. Et Durand, qui a déjà plus trop sa tête, va dire, non, moi je sors pas. Je sors pas si je veux que mon père soit là, c'est un piège, etc. Donc, on fait venir son père, il sort, il est complètement hagard, il reconnaît pas les syndicalistes qui viennent le chercher. On a sur la couverture du dessin deux visages qui sont alors il est un peu plus vieux ça, mais grosso modo c'est deux visages du même homme à quelques mois d'intervalle. Voilà ce que la justice a fait d'un citoyen. Il sort, ils prennent le train, il arrive au Havre. Au Havre, c'est l'accueil phénoménal, le conseil municipal avec les écharpes tricolores, la fanfare. Il est porté en triomphe jusqu'à la maison des syndicats. On l'assoit sur sa place à la tribune. Il y a 3000 personnes dans la maison des syndicats à l'intérieur. Il y a la même foule à l'extérieur avec des gens qui font les porte-paroles. Enfin, et on donne la parole, là aussi, une image d'un film extraordinaire. On donne la parole. Le camarade Durand, grâce à votre mobilisation, est libre. On va lui donner la parole. Et là, il prend la parole. Durand, il est totalement ébloui, totalement hagard. Et il dit une phrase incroyable. C'est sa dernière parole publique. Camarades, grand silence dans la salle. Aimez-vous les uns les autres. Et la stupéfaction générale. Et les syndicalistes qui sont à la tribune disent, bon, le camarade Durand est très très fatigué, il va rejoindre sa famille, on l'aura bien sûr dans nos prochains meetings. Il n'y aura plus jamais de meeting. Il est attendu 2 jours après à Paris avec Anatole France, qui est là aussi et qui a pris la tête de la mobilisation pour Durand. Anatole France qui va dire dans un meeting, prolétaires, sauvez Durand, c'est vous sauvez vous-même. Enfin, il y a une espèce de romantisme aussi à travers la mobilisation des intellectuels de l'époque, de la Ligue des droits de l'homme, bien sûr. Et Durand va rentrer chez lui, il va commencer à égorger les pigeons, parce que c'était un éleveur de pigeons, il va commencer à brûler des meubles. Il va pas reconnaître sa petite fille qui vient de naître. C'est un truc aussi assez étonnant. La petite fille vient de naître, autrement dit, elle a été conçue sur les barricades de la grève. Elle a été dans le ventre de sa mère pendant que lui était en prison, jusqu'à son retour. C'est sa fille, oui, j'ai dit. Oui, c'est ça. Sa fille, oui. Il ne reconnaît pas sa fille, ou en tout cas, il n'a pas le temps de jouer son rôle de père. Et sa famille, à contre-cœur, au bout d'un mois, se rend compte qu'il est dangereux pour lui-même et pour autrui, et l'emmène à l'hôpital psychiatrique, dont il ne sortira plus jamais. Donc il entre en avril 1911, il mourra en 1926 dans le cabanon des indigents, donc des oubliés de tous, à l'hôpital psychiatrique de Rouen. Il ne saura pas que la Ligue des droits de l'homme, la CGT se mobilise. Il ne saura pas que, en 1912, la Cour de cassation, sur la base des rétractations multiples des témoins, va casser l'arrêt de condamnation à mort, mais va être bien gêné pour renvoyer devant une autre cour d'assises, parce que Durand est devenu fou. Il va y avoir une sorte d'impasse judiciaire. Durand n'en saura rien. Durand est abandonné aussi par son avocat Coty, qui ne va plus le voir. Durand va perdre son père, sa mère va être hospitalisée. Voilà, c'est quand on parle de tragédie, je pense que le mot est faible. Et en 1918, en juin 1918, et là je termine quasiment, en juin 1918, il faut s'imaginer que la Cour de cassation tient des audiences alors que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Les Allemands sont à 200 km de Paris. Elle tient une audience où elle va innocenter Durand. Mais une audience où Durand n'est pas là, son avocat n'est pas là, ses camarades syndicalistes sont pas là, ils sont certainement au front, dans les tranchées, ou s'ils sont pas déjà morts. La presse qui s'était mobilisée au moment de sa condamnation n'est pas là.
Et donc, il est réhabilité dans une indifférence générale. Même sa famille n'est pas là parce qu'il n'était pas marié avec sa compagne, cette vendeuse de crevettes. Et donc, la justice ne cite pas une femme, la femme d'un accusé, s'il n'y a pas un lien de mariage entre eux. Donc, personne n'est là. Et tenez-vous bien, l'autre jour, j'étais dans une réunion comme ça pour présenter le livre avec la petite fille de Jules Durand, une certaine Christiane Delpech, à qui je dédie ce bouquin, qui, dans sa famille, a connu une sorte d'omerta. Elle dit, moi, je n'ai su qu'à 15 ans que j'étais la fille de Jules Durand. Parce que dans ma famille, c'était la honte. Parce que ma mère prenait des coups de galoche à l'école en se faisant traiter de fille de condamnée à mort. En fait, la réhabilitation avait été une réhabilitation sur le papier, mais la famille et l'opinion publique, j'allais dire, du Havre et d'ailleurs, ne l'a pas su. Puisque derrière, il y a eu ce que j'appelle une amnésie collective. Amnésie collective, plus personne n'a parlé de cette affaire. Cette affaire a été zappée par les historiens. Moi, j'ai travaillé sur et j'ai contacté un certain nombre d'historiens, des spécialistes des erreurs judiciaires, des spécialistes du monde ouvrier, des spécialistes de la peine de mort. Jamais l'affaire Jules Durand n'apparaît, alors que c'est un plaidoyer contre la peine de mort absolument, j'allais dire, pédagogique. Et puis le monde ouvrier a oublié Durand, ça c'est quand même assez incroyable. Ça c'est quand même. Et d'ailleurs, Henri Leclerc lance une hypothèse. Pourquoi le monde ouvrier a oublié ce héros et ce martyr, qui est quand même, faut s'en souvenir, condamné à mort en raison de son syndicalisme, comme Dreyfus a été condamné au bagne en raison de ses origines juives. Alors l'une des réponses, c'est que c'est la folie. Et la folie, ça dérange, la folie, ça interroge, la folie, ça déstabilise. Et c'était difficile, dit Henri Leclerc, pour le monde ouvrier, de faire d'un fou un héros. Mais pour autant, ils l'ont complètement oublié. Et voilà. Et l'ambition de ce bouquin, c'est de faire revivre cette mémoire et de se souvenir que la justice a pu produire un tel forfait. Petite anecdote pour terminer, l'un des déclics que j'ai eu aussi, ça va amuser les collègues magistrats, c'est qu'au Havre, il y avait une annexe de tribunal qui venait d'être créée, et il y avait 3 belles salles d'audience, et le président qui arrive au Havre, qui assez généreux, dit ça serait bien qu'on donne des noms à ces salles. Est-ce que vous avez des idées, les collègues? Personne n'a d'idée. Je suggère 3 noms, 2 Havrais, dont Raymond Queneau, par exemple, pour la salle qui allait abriter le tribunal pour enfants. Un nom, Jules Siegfried, pour le tribunal de commerce, créateur de l'école de commerce du coin, enfin bref. Et puis, pour la salle des prud'hommes, Jules Durand, syndicaliste, condamné à mort, réhabilité par la Cour de cassation, on ne prenait aucun risque. Donc, les collègues, à 75%, votent en Assemblée générale en faveur de ces 3 propositions. Et les chefs de juridiction, la hiérarchie judiciaire, demande un délai et finalement retient pour le nom de ces salles, les salles A, B et C, en motivant, en disant on remercie beaucoup M. Edrich pour ses idées, mais on évite de prendre, alors je ne sais plus la formule, on n'a pas voulu retenir des noms représentant des idéaux trop forts. Et là, je me suis dit, si la hiérarchie judiciaire, 100 ans après, est encore dans cette attitude de repli, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, et ça a été... je les remercie maintenant parce que ça a été une source de motivation. Voilà. Marc. Allô? Oui. En fait, juste pour terminer, on va passer la parole aux représentants des associations qui sont là, qui voudraient intervenir avant qu'on passe la parole dans la salle. Je rappellerai que donc, le 18 juin, à ce moment-là, 2018, a eu lieu donc, le centenaire de la réhabilitation de Jules Durand dans la grande salle de la Cour de cassation à Paris, où j'étais et où Marc était également, évidemment. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et qu'après avoir
discuté et que son bouquin est sorti, j'ai eu l'idée de faire venir ici à Montpellier. Donc j'aurai des questions également de mon côté. Et pour l'instant, donc au niveau des associations présentes qui étaient partenaires avec la Ligue des droits de l'homme, s'il y en a dans la salle qui veulent intervenir, c'est le moment. Alors juste une petite anecdote par rapport à ce centenaire de la réhabilitation de Durand qu'on a fait à la Cour de cassation. Ce qui était assez génial, c'est que là, cette fois-ci, tout le monde était là, tous les héritiers étaient là. Il y avait la famille, bien sûr, il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait la CGT, et il y avait les dockers. Et les dockers sont arrivés avec leur drapeau rouge dans la grande salle de la Cour de cassation. Ça a créé un certain émoi. Le président, alors c'était un président de chambre, qui a dit « Attendez, les dockers, oui, mais le drapeau rouge quand même. » Donc il a fallu négocier. Donc le drapeau rouge est resté dans une alcôve, mais les dockers étaient là et c'était important que tous les héritiers de cette affaire, parce qu'il faut savoir qu'il a été oublié, zappé par tout le monde, sauf par le microcosme, j'allais dire, des ouvriers dockers du Havre, qui eux ont gardé cette petite flamme pour le martyr Durand. Voilà. Ok, bon, je crois que Gilles, tu vas intervenir. On fait passer le micro, comment ça se passe là? Eh ben non, tu dois te lever. Ah bah non. Non, faut que tu te... Ouais. Ouais, merci, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi je suis Gilles, je suis de l'Union communiste libertaire. Et du coup, on est content d'être associé à cette soirée, précisément pour l'inverse des raisons qui ont fait que la hiérarchie judiciaire n'a pas voulu réhabiliter Jules Durand ou donner un nom à une de ces salles. Parce que, ouais, nous, ça fait partie de notre patrimoine en tant qu'anarchiste, que libertaire. Et du coup, moi, je suis de Perpignan à la base, et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par le nom des camarades du Havre qui avaient le nom Jules Durand de leur groupe anarchiste. Et du coup, par rapport à la question que tu poses, peut-être là, moi, je fais une parenthèse. Alors, je pose la question, elle peut être intéressante. Était-il anarchiste ou pas? Moi, il me semblait, et que c'était clair qu'il s'en revendiquait. Parce que je dirais que si c'est parce que c'est pas le plus excité, que c'est un organisateur, qu'il y a quelqu'un qui a en tête qu'est-ce qu'un rapport de force, comment on le construit, je pense que ça peut être tout à fait une caractéristique d'anarchiste qui, justement à cette époque-là, ont fondé les bourses du travail, ont fondé le syndicalisme révolutionnaire, avait une forte influence à la CGT, et j'oserais que c'est presque une caricature un peu facile de dire ouais, il n'est pas anarchiste parce que pas excité, pas alcoolique ou buveur d'eau. Non mais bon, on pouvait un peu le prendre comme ça, donc voilà. Alors ça peut-être que parfois ça j'entends. Et la deuxième raison aussi par rapport au sabotage. Il faut savoir que le sabotage, Émile Pouget, qui était aussi à la CGT, anarchiste, à l'époque, il a écrit, c'est une arme quand on peut pas faire la grève, justement. Donc c'est pas les, enfin voilà, je le dis parce que je dis pas que c'est ce qui a été dit, mais dans la façon dont ça peut être perçu, c'est les responsables syndicalistes qui font la grève, les anarchistes qui veulent tout détruire. Non, oui, effectivement, le sabotage, ça peut être par rapport à la criminalisation, aux difficultés, une arme. Mais c'est qu'une arme et on va plutôt vers la grève générale pour se réapproprier les outils de production et donc pas les détruire. Quand on les détruit, c'est qu'on est contraint. Et ça, je pense que c'était quand même à noter. Donc, je dis rapidement, donc, première raison, parce que ça fait partie de notre patrimoine et donc merci de le remettre au jour. On le fait certainement pas assez. Deuxième raison, c'est quand même pour faire un lien avec l'actualité et la répression, parce que là, c'est un exemple de répression un peu ultime, mais je pense que ces dernières années, dans l'année qui s'est écoulée, des affaires bouclées, bâclées, on en a vu un paquet au tribunal à travers la criminalisation des gilets jaunes. Alors, ils n'ont pas été condamnés à mort, mais des gens éborgnés, estropiés, il y en a eu un paquet, et la justice de classe, moi je dis, elle existe encore, il suffit d'aller au tribunal correctionnel, assister à quelques audiences. Aujourd'hui encore, un squat, la mer, qui était un squat d'activistes écolos sur une maison, sur un trajet pour faire une nouvelle voie rapide, s'est fait expulser au mépris de toute procédure judiciaire. Donc voilà, faire ces liens-là, ça nous paraît
ça nous paraissait important. Et de la même façon, évidemment, des syndicalistes qui, sur leur lieu de travail, tous les jours et tous les jours, sont inquiétés pour se bouger. Et la dernière raison, la troisième, qui nous a fait nous associer à cette soirée, c'est que par rapport au contexte là qui a bien été posé, il nous semble super important justement ce qui a été condamné au-delà de Jules Durand dans ce contexte, avec les grandes grèves qu'il y avait. La charte d'Amiens, c'est un peu l'apogée de la CGT, du syndicalisme révolutionnaire. C'est justement une forme de syndicalisme qui avait la double besogne, c'est-à-dire se battre pour des conditions aujourd'hui au quotidien, des meilleures conditions de vie et de travail, mais avoir en tête l'idée de changer radicalement la société sans le déléguer aux politiciens ou politiciennes. Et ça nous semble d'actualité complètement. Donc merci, je suis désolé si j'étais un peu long. Janine, pour le monde. Oui, c'est juste pour dire, ça rappelle un peu l'affaire Sacco et Vanzetti, qui est aussi une condamnation tout à fait injuste d'ouvriers uniquement parce qu'ils ce sont des ouvriers en fait. Voilà. Oui, mais Jules Durand n'a pas eu le bonheur d'avoir John Baez pour porter sa cause. Sauf qu'eux, ils ont été exécutés quand même. Oui. C'est un monument de la littérature qui a un prix Nobel en 1921, quelque chose comme ça, qui a parlé de l'affaire Dreyfus, quand même beaucoup, à la recherche du temps perdu, quoi. Et absolument pas dans mon souvenir, en tout cas, de l'affaire Durand, voilà. Évidemment. Anatole France, il a eu le prix Nobel aussi. Oui. Janine, tu peux passer la parole à Sophie. Oui, enfin, il ne faut pas monopoliser la parole. Hein. On va laisser le... Non, il faut se lever. Il faut que vous avancez. Sinon, mais je parle fort, hein, je pense que tout le monde m'entend. Ah, pardon, d'accord, excuse-moi. Oui, Sophie Benhamida du syndicat de la magistrature. Donc, évidemment, on s'est associé à cette soirée de présentation de l'ouvrage de notre camarade Marc. Tu parlais du patrimoine de ton mouvement. Je crois que c'est dans l'ADN aussi du syndicat de la magistrature de mener une réflexion collective et ouverte voilà, sur la société qui peut être pour critiquer justement le fonctionnement judiciaire. Et l'affaire Jules Durand est évidemment un exemple de dysfonctionnement judiciaire. Je te rejoins aussi, je crois que c'est peut-être pas dans ton livre, mais j'avais lu un documentaire sur l'affaire Jules Durand où on te pose la question de l'actualité de la justice de classe et il me semble que tu réponds par la négative. Et je te rejoins sur la répression du mouvement social ou sur ce qui se passe aujourd'hui autour du procès de personnes puissantes et non pas misérables. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à dire, à critiquer et beaucoup de combats encore à mener pour plus de justice. Voilà. Merci Sophie. Viens par là. C'est Richard. Oui, la question qui m'intéressait, c'était pourquoi il y a des militants qui ne sont pas défendus ou plus honorés parce que, bon, c'est l'exemple de Durand, parce que, bon, la folie, bon, c'est pas un truc qui... Voilà. La plupart des militants qui vont au bout, quitte à être tout seuls et qui lâchent rien, le plus souvent, ils ne sont pas défendus, soit tout de suite, soit au bout d'un moment. Et on a un exemple, pour reprendre ce que disait Gilles sur la répression actuelle, tous azimuts des syndicalistes et des gilets jaunes. On a un exemple hors norme, qui rejoint un peu, pas dans l'horreur, puisqu'il n'est pas condamné à mort, mais par rapport à sa santé mentale, Roland Veuillet, en prison à Nîmes depuis plus de 6 mois,
Il a déjà fait l'objet, comme syndicaliste révolutionnaire, d'une répression de son administration pendant 13 ans. De 2003 à 2016, il a été exilé pendant 13 ans au seul motif qu'il avait fait grève. Et c'est pour ça que je prends la parole, c'est que dans l'extraordinaire par rapport à Durand, par exemple, où il n'y avait rien, là, dans la première condamnation, d'abord administrative, ensuite judiciaire de Roland, pendant 13 ans, c'est « vous avez fait grève ». Et pendant 13 ans, ce militant, soutenu au début, progressivement, il s'est retrouvé tout seul à lutter d'une façon extraordinaire, tout seul, pendant 13 ans, pour faire reconnaître le droit de grève. Et puis, une fois à la retraite, donc, il s'est mis dans les Gilets jaunes. Entre-temps, il s'est quand même illustré, parce que dans l'affaire du costard de Macron, bon, c'est lui qui était en face de Macron. Hein, alors, je ne sais pas si c'est une vengeance a posteriori, mais en tout cas, il est actuellement en prison uniquement parce qu'il a manifesté. Uniquement parce qu'il a manifesté. C'est-à-dire, on retrouve, comme pour le droit de grève, un principe fondamental qui est bafoué, et il est condamné pour ça. Et malgré ce, j'en termine là, malgré ce, le soutien dont bénéficie Roland, il est tout petit, quoi. Tout petit. Alors, et je termine, bon, une des raisons, et ça rejoint la folie, si on peut dire, c'est la raison qui est, moi je le connais depuis 20 ans, Roland, et je sais très bien ce qui lui est opposé, c'est, tu tiens pas compte des rapports de force, tu veux te défendre tout seul, tu veux pas prendre d'avocat, alors qu'il en a pris pendant 13 ans, et qu'il a dépensé des fortunes pendant 13 ans, en pure perte, puisqu'il a toujours perdu, mais c'était aussi un principe révolutionnaire de se défendre sans avocat. Et donc, ce qui lui est opposé, c'est ça. C'est, tu tiens pas compte, donc voilà, bon, pas que tu l'as cherché, mais il y a un peu ça derrière. Tu es indéfendable. Et ça, c'est quasiment le cas de tous les militants qui se défendent jusqu'au bout, quitte à être seuls. Qui veut intervenir? Oui. Oui. Je voudrais faire une réflexion par rapport à l'idée de la folie qui fait abandonner tout le monde, être abandonné de tout le monde. C'est-à-dire qui nie son individualité sociale et tout ça. Parce que je voudrais quand même dire, il y a quand même un exemple, alors il y en a sûrement d'autres, mais il y a un exemple de quelqu'un qui a été rejeté pendant des dizaines d'années dans la folie, mais qui a été réhabilité socialement. C'est Camille Claudel. Il me semble. Oui. Camille Claudel, sauf ceux qui n'ont pas entendu, hein, éventuellement. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, moi, je voudrais juste poser une question, Marc, justement au niveau de la défense. Donc, on a dit qu'effectivement, donc c'était René Coty qui avait défendu Jules Durand. Moi, ce qui m'étonne un peu, justement, dans cette affaire, et là, c'est un peu une pierre dans le jardin à la fois de la Ligue des droits de l'homme et de la CGT de l'époque, au niveau de la direction, c'est comment se fait-il que, justement, à la différence de Dreyfus, ou de l'affaire Dreyfus, à la fois Dreyfus lui-même ou Zola, lors de sa défense, ont été défendus par des avocats rompus au droit pénal, je ne dirais pas des ténors, parce que je n'aime pas trop le mot ténor à ce niveau-là, ça a toujours une connotation particulière, mais enfin avec des avocats vraiment à la fois aux connaissances, disons, du droit pénal, mais en même temps engagés, si vous voulez, sur le plan social, qui avait été donc à l'époque, justement, le conflit entre Demange et Laborie. Demange était un avocat assez classique, donc Laborie est un avocat beaucoup plus engagé. D'ailleurs, Laborie sera victime d'un attentat lorsqu'il y aura la réhabilitation de Durand à Rennes. Mais ceci étant, donc, moi je m'interroge sur pourquoi donc, la Ligue des droits de l'homme et la CGT n'ont pas effectivement proposé à Durand la défense effectivement d'un avocat rompu à ce genre de pratique, qu'on a pu voir après d'ailleurs. Gilles parlait justement de la tradition anarchiste dans les années 20 et dans les années 30, où les anarchistes étaient très
effectivement réprimé dans un avocat qui s'appelait Torres. C'est un avocat qui n'était pas spécialement anarchiste, mais qui était très, disons, intéressé pour le mouvement social, et qui a eu une défense qui a permis souvent, justement, d'obtenir des résultats très intéressants. Or là, effectivement, Coty, bon, effectivement, comme tu dis, à sa décharge, il a fait le job, mais de façon minimum. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est étonnant, parce que ce n'était pas un avocat pénaliste. L'affaire Durand, c'est son premier et son dernier procès d'assises. Hein. C'était un avocat de droit commercial. Voilà. Donc pourquoi, Marc l'a expliqué, c'est le maire de la ville du Havre qui a proposé donc à Coty, qui était au conseil municipal, de le défendre. Et là, je ne comprends pas trop, à la fois, peut-être Durand lui-même d'ailleurs, hein, et qu'au niveau donc de la Ligue des droits de l'homme et de la CGT, il n'y ait pas eu une meilleure défense le concernant. Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que les organisations n'ont pas été surprises par le timing de cette affaire, emprisonné le 11 septembre, jugé le 25? Est-ce qu'ils ont perçu effectivement que ça allait se finir avec une telle condamnation, qu'il y avait un tel enjeu pénal? Est-ce que tout le monde n'a pas, enfin les rares qui suivaient cette affaire avant le procès n'ont pas imaginé que finalement la cour d'assises allait la quitter? Je pense qu'il y a eu en tout cas ce phénomène qui a pu jouer. Et puis c'est une affaire de province, c'est une affaire de pauvres. Voilà, non, j'ai pas en tout cas de réponse précise à donner à cette affaire. Oui, allez-y, bien sûr, bien sûr. C'est enregistré. Tiens. Est-ce que vous avez lu l'article de Vincent Duclerc, j'imagine, sur l'affaire Durand? Voilà. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que justement, lui, il fait le lien avec l'affaire Dreyfus. Et je voudrais... Oui, mais je m'en suis inspiré. Je suis globalement d'accord avec lui. Alors, pour que tout le monde puisse suivre de quoi il s'agit. Alors, effectivement, dans le livre, je fais une sorte de comparaison avec Dreyfus, puisque, encore une fois, le slogan de l'époque, à la fois de la CGT et de la Ligue des droits de l'homme, c'était de dire il faut que la justice, j'allais dire, traite au moins de la même façon l'officier Dreyfus, qui était quand même perçu comme quelqu'un, un Parisien, riche, entouré de plein de gens, etc., alors que Durand, c'était le pauvre, le provincial, etc. Que la justice traite au moins de la même façon les deux hommes. Et on s'aperçoit que ça n'a pas du tout été le cas. Dans l'affaire Dreyfus, on se souvient que les premiers juges qui ont condamné Dreyfus, c'est des juges militaires. D'accord ? Et la Cour de cassation, après de multiples péripéties judiciaires, merci, va finalement... En 1906, dans la grande chambre de la Cour de cassation, il y a une très belle image où on voit que Dreyfus, qui assiste à cette audience, il est revenu du bagne et on dit que rien dans cette affaire ne tient. Et la Cour de cassation, innocente Dreyfus, c'est quelque part la revanche des magistrats de l'ordre judiciaire contre la justice d'exception, la justice militaire. Et effectivement, il y avait les meilleurs avocats. On était effectivement dans le triomphe de la justice, là, vraiment. Et Dreyfus va être réhabilité. Alors, certains disent que la réhabilitation n'a pas été totale, mais il va quand même être réhabilité, réintégré dans l'armée, c'est pas rien, promu dans l'armée. Il va retrouver sa vie de famille, sa vie sociale, et il mourra bien plus tard en ayant eu de nombreux petits-enfants, etc. Durand, pas du tout. Durand, d'abord, c'est la justice ordinaire, de A à Z. La Cour de cassation va s'y reprendre à 6 fois pour innocenter Durand. Et surtout, la Cour de cassation va refuser ce qu'elle a fait pour Dreyfus, de se considérer comme compétente pour innocenter Durand. Normalement, la Cour de cassation ne prend pas de... Pour les non-juristes, la Cour de cassation, elle traite en principe des vices de procédure, elle casse des arrêts et elle renvoie devant une autre juridiction. Elle ne juge pas au fond les affaires. Et donc, en 1912, 2 ans après la condamnation à mort, sur la base de rétractation de tous les faux témoins, elle va casser l'arrêt de Rouen.
Mais là, elle aurait dû, normalement, renvoyer vers une autre cour d'assises. La cour d'assises de Caen, la cour d'assises d'Amiens, des cours d'assises voisines. Ça, c'était ce qui se faisait normalement. Sauf que, entre-temps, Durand est devenu fou. Et donc là, il y a une impasse judiciaire, réellement. Et la Cour de cassation aurait pu, compte tenu de l'émoi, compte tenu de la caricature de procès qu'il y avait eu lieu, compte tenu de... Bon, aurait pu, comme pour Dreyfus, faire preuve d'audace et dire, voilà, il y a un précédent avec Dreyfus, on va juger au fond Durand et on va l'innocenter en 1912 ou 1913. Non, elle va dire, impasse judiciaire, on ne peut pas. Et il y a un député, Paul Meunier, qui va se battre à l'Assemblée nationale. Il y aura des débats à l'Assemblée nationale en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait de ce cas Durand ? C'est pas possible qu'on en reste là. Les juges veulent pas. Le gouvernement essayer de pousser pour qu'on s'en sorte de cette impasse. » Et finalement, il va y avoir une loi, tenez-vous bien, une loi d'un député de droite, d'ailleurs du Havre, Jules Siegfried, qui va dire « Il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on passe à autre chose. » Et il va faire voter une loi par l'Assemblée nationale et par le Sénat en toute urgence en 1917. Là aussi, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. On se demande dans quel état est l'Assemblée nationale. Les bancs doivent être assez clairsemés. Et on vote une loi de circonstance, une loi qui pourrait s'appeler la loi Jules Durand. Elle n'a servi qu'à lui, qui dit en 4 lignes, lorsque dans une procédure de révision, la Cour de cassation aura cassé le premier jugement, mais que le condamné sera devenu dément entre-temps, à ce moment-là, la Cour de cassation sera compétente pour le juger au fond. Et là, on est revenu devant la Cour de cassation, en pleine Première Guerre mondiale toujours, et là, enfin, la Cour de cassation, grâce à cette loi, va s'estimer compétente pour innocenter Durand. Mais Durand a cumulé comme ça les handicaps, et on a dû effectivement voter une loi pour lui. Non, c'est assez... Alors voilà, donc Durand n'a pas du tout été traité par la justice comme Dreyfus. Mais pas du tout. Et puis, s'il faut rentrer dans les détails, la réparation a été ridicule. À tel point que les quelques sous qu'il a obtenus n'ont pas été suffisants pour prendre en charge sa pension à l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il n'était plus pris en charge. Et il était parmi les indigents. Et les indigents, il y a eu des bagarres entre le département et la ville du Havre en disant qui prend les frais médicaux ou les frais de prise en charge psychiatrique de Jules Durand. Personne ne voulait prendre. Non, vraiment, la fin a été totalement différente de la fin de Dreyfus. Oui. Ah. Alors c'est aussi une grande question qui m'a motivé parce que effectivement j'ai été un peu Tintin à la recherche du trésor. Je cherchais les archives partout et tout avait disparu. Alors l'une des hypothèses que j'aimais, mais je n'ai pas la preuve. Et quand on n'a pas la preuve, il faut avancer doucement. Je réponds à votre question, mais je fais une petite incidente. Pourquoi le titre « Quand l'erreur judiciaire devient crime ». Pourquoi j'affirme dans mon bouquin, et je ne suis pas le premier, mais ça n'a pas été simple pour moi, j'affirme qu'il s'agit d'un crime judiciaire. Pour un magistrat, parler de crime judiciaire, c'est quand même pas simple. Parce que ça signifie que l'institution judiciaire, qui a quand même une mission de rendre la justice au nom du peuple français, de veiller à une certaine impartialité, bon, avec tout ce qu'on a dit précédemment, peut se transformer en auteur de crimes, quoi. Compliqué. Et grâce à des lectures, des réflexions, des échanges, je pense qu'on peut considérer que c'est un crime judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'on a 3 phénomènes qui se conjuguent. On a d'abord une erreur, c'est Denis Salas, qui est magistrat et qui écrit pas mal sur les erreurs judiciaires, qui distingue les erreurs liberticides et les erreurs d'impunité. Alors, l'erreur liberticide, c'est celle qui condamne à tort un homme. Donc là, on est dans la caricature, on est d'accord. L'erreur d'impunité, elle est intéressante aussi, parce que je n'ai pas dit, et ça a été très très choquant pour les syndicalistes de l'époque, et c'est un marqueur de la justice de classe. Dans cette affaire, les faux témoins n'ont pas été poursuivis. Et les auteurs de la machination patronale n'ont pas été poursuivis. Et donc là, à l'erreur liberticide, on ajoute l'erreur d'impunité.
Et pourquoi, et je reviens à votre question, pourquoi les auteurs de la machination et les faux témoins n'ont pas été poursuivis? Certains ont dit, bon, c'était 1918, on cherchait, les esprits étaient ailleurs, on cherchait l'union sacrée, la concorde, on n'allait pas réveiller les vieilles cicatrices, etc. Mais il y a une autre lecture, c'est que pour poursuivre un faux témoin, il faut avoir son procès-verbal signé, daté, etc. Si le dossier a disparu, on ne peut plus le poursuivre. Et pour les auteurs de la machination, pareil, on a les noms, je donne les noms. L'ingénieur général de la Compagnie Générale Transatlantique qui a complètement organisé cette affaire, on a son nom. Il n'a jamais été poursuivi, jamais été condamné. Et donc une erreur liberticide à laquelle s'ajoute une erreur d'impunité, plus l'amnésie par-dessus, on ferme le couvercle. Là, je dis, on est dans le crime judiciaire. Voilà un petit peu la définition qui me permet d'aller jusque-là. Ah. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une mise en cause, il peut y avoir des sanctions? Merci de cette question parce que. Et dans l'histoire, est-ce que c'est quelque chose qui, sur d'autres affaires, a pu se produire? Alors, première réponse, merci de cette question parce que là aussi, c'est un scandale dans le scandale. Le juge d'instruction qui s'est fourvoyé dans cette affaire a eu la Légion d'honneur et a été promu. Il a fini président de chambre, qui est un poste très prestigieux. Le président de la cour d'assises, c'était son premier procès, qui ne voulait pas de vagues et une condamnation rapide, et surtout qu'on ne parle pas de la question syndicale, a été promu, il a eu la Légion d'honneur. Et le procureur général, qui était à la manette de A à Z dans toute cette affaire, a eu la Légion d'honneur et il a été largement promu. Raison pour laquelle j'écris dans mon bouquin, et je ne vais pas me faire des amis dans la magistrature, et je m'en moque, que la magistrature doit mettre fin à cette pratique d'un autre âge qui est d'accepter les décorations. Vous voyez, aux audiences solennelles, vous voyez encore un maximum de magistrats qui sont bourrés de médailles comme ça. Et c'est les mêmes les mêmes qui réclament l'indépendance de la justice. Et quand on veut l'indépendance de la justice, ce qui est mon souhait, ce qui est le souhait du syndicat de la magistrature, qui est l'ADN du syndicat de la magistrature, c'est de ne pas se courber devant l'exécutif, parce que c'est toujours un préfet ou un ministre qui donne une médaille. On doit complètement couper ce lien. Et donc j'ai un petit chapitre en donnant cet exemple, parce que c'est le meilleur exemple de l'absurdité des médailles dans la magistrature. Donc ils n'ont pas été, ils ont eu une très belle carrière derrière, alors même que Durand était encore vivant et que la Cour de cassation avait rendu son arrêt l'innocentant. Et puis la deuxième question, c'était? Je ne me souviens plus. Ah. Non, je crois que vous avez répondu. Voilà. Merci. J'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, quand ça va être 8 heures, peut-être le temps éventuellement de voir les personnes qui sont intéressées pour le livre de Marc, et qu'éventuellement il est dédicace pour celles et ceux qui seraient intéressés. En tout cas, merci beaucoup Marc pour ta prestation. Un plaisir. Merci à Carmagnole. Merci à merci à Marc pour sa belle prestation. Merci à la Carmagnole de nous avoir accueillis. Et j'espère que malgré le couvre-feu, eh bien, les activités continueront parce qu'il ne faut pas que la sécurité l'emporte sur la liberté. Bravo.